Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise, 10e édition. Comment sécuriser vos revenus en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité pour maintenir votre niveau de vie et celui de vos proches? Grâce à l'intervention de Madame Karine Mansuy de Acoris Mutuel qui est avec nous et que je remercie vivement, nous allons découvrir tout cela ensemble. Nous vous invitons donc à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Il s'agit des deux petites bulles avec le point d'interrogation. Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'intervention. Nous les traiterons bien sûr à la fin de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle et également sur les chaînes YouTube de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Karine Mansuy. Eh bien, écoutez, Karine, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, merci à la Chambre de métier, à la Chambre de commerce d'organiser ces événements qui nous permettent effectivement de mieux vous informer sur tous les enjeux de votre création d'entreprise. Et donc, le sujet de ce matin, c'est de focuser sur l'arrêt de travail parce que effectivement, créer son entreprise, c'est pas forcément ne pas avoir de problèmes de santé, d'accidents ou de maladies plus graves. Et donc, il faut savoir comment ça fonctionne. La plupart du temps, on est très très mal renseigné sur ce sujet-là parce que lorsque l'on crée une entreprise, on vient souvent d'une activité salariée et cette activité salariée fait qu'on n'a pas eu besoin de traiter le sujet de la prévoyance puisque c'est organisé par l'employeur dans l'entreprise et c'est lui qui se préoccupe de l'ensemble souvent de ce sujet. Donc du coup, on est bien incapable ensuite de savoir finalement quel est le rôle de la sécurité sociale, quel est le rôle du contrat de prévoyance qui a été mis dans mon entreprise, comment ça fonctionne et au moment où vous passez l'étape de la création d'entreprise, finalement, quel que soit le choix de statut juridique, eh bien, vous ne savez pas forcément comment ça va fonctionner si malheureusement il vous arrive un souci de santé, même tout de suite après la création d'entreprise. Donc, je vous propose qu'on démarre effectivement le sujet. Alors, effectivement, il vaut mieux être prévoyant quand on est indépendant, puisque comme je vous l'expliquais en préambule, eh bien, personne ne va le prévoir à votre place. Autant chez les salariés, il y a des obligations fortes sur les employeurs de mettre en place la mutuelle, la prévoyance complémentaire. Autant quand on se met à son compte et quel que soit le choix de statut juridique, cette contrainte, elle tombe. Et donc, si vous ne faites pas les démarches par vous-même, eh bien, vous pouvez vous trouver vite démuni en termes de revenus. Ça peut être égal à 0 en cas d'incapacité de travail et ça peut être aussi égal à 0 en cas d'invalidité. Donc, comment ferez-vous si ça n'a pas été prévu dès le départ ? Quel que soit le choix de votre statut juridique, les garanties seront insuffisantes. On pense souvent que parce qu'on va être un assimilé salarié, par exemple en SAS, SASU, on va être mieux couvert qu'un salarié. Alors, c'est un tout petit peu différent, mais vous allez vous rendre compte avec cette présentation qu'effectivement, que je sois salarié, assimilé salarié ou travailleur indépendant, les régimes de base n'ont pas vocation à me verser 100% de mes revenus en cas d'arrêt de travail et même bien loin de cela, en fait. On démarre effectivement avec quelques principes. Alors, la prévoyance, c'est quelque chose qui vous parle pas beaucoup, c'est assez flou, on ne sait pas finalement c'est quoi ce terme prévoyance, à quoi ça correspond, et puis surtout comment fonctionnent les régimes de base, puisque c'est le premier sujet. Si on ne sait pas comment fonctionnent les régimes de base, on ne peut pas se mettre en place une protection sociale prévoyance efficace. Mais vous allez voir qu'effectivement, vous n'êtes pas les seuls à pas forcément être prévoyants ou pas comprendre les enjeux. Dans ces enjeux, si on regarde, on voit que sur cette étude, on a la plupart des personnes à la création d'entreprise pensent qu'ils ne vont pas être en arrêt. Et d'ailleurs, ils me le disent souvent lors de mes interventions, ils disent je viens de créer une entreprise, j'ai pas le droit d'être en arrêt. Ok, le rhume, l'angine peut-être, mais comme vous le voyez sur ce graphique, 31% des entrepreneurs ont été confrontés à un problème de santé, donc à la création de leur entreprise. Donc c'est pas rien, donc c'est peut-être pas vous, mais peut-être. On peut pas le savoir, et tant mieux, parce que voilà, si on savait à l'avance ce qui peut nous arriver, ça serait peut-être pas forcément formidable, même si ça permettrait une certaine prévoyance. Mais pour le coup, effectivement, c'est les aléas de la vie. Donc malheureusement, ces aléas de la vie, on ne peut pas les choisir, et la création d'entreprise ne met pas à l'abri des aléas de la vie. Donc il faut les anticiper. Si on regarde l'autre étude,
Donc là, sur cette étude, en fait, vous voyez les personnes qui sont assurées en prévoyance. Et ça, c'est le gros drame. Parce que souvent, un indépendant, quelqu'un qui s'est mis à son compte, eh bien, il part en se disant, j'ai pas le temps de m'en occuper, je regarderai ça plus tard, c'est pas forcément urgent. Et puis finalement, il le fera pas plus tard qu'à la création parce que c'est un sujet, il faut le prendre en main, il faut s'en occuper, il faut trouver un partenaire de confiance pour le faire, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, un entrepreneur sur deux n'a pas de couverture, maintien de revenus en cas de prévoyance. C'est énorme. Et la plupart du temps, c'est parce que les gens ont été négligents, se sont pas renseignés. Et malheureusement, une fois qu'il y a un problème de santé, qu'ils se rendent compte à ce moment-là comment ça fonctionne, forcément, il y a du regret parce que ils ont imaginé peut-être un coût plus important de garantie. Ils savaient pas comment ça fonctionnait dans le régime de base, donc ils le découvrent un peu trop tard. Et surtout, ça sera forcément trop tard parce que ces contrats-là vont être soumis à des questionnaires de santé. On n'est plus en train de parler de rembourser le médecin, le pharmacien. On est en train de parler de prendre en charge une perte de revenus subie suite à un accident, une maladie, une hospitalisation, pendant un temps d'incapacité de travail, mais aussi se poursuivre en cas d'invalidité pour le dirigeant jusqu'à l'âge de la retraite. Donc, vous imaginez bien que l'assureur, il est OK pour couvrir son assuré, mais il ne veut pas que l'assuré il attende d'avoir des soucis de santé pour faire le contrat. Donc, forcément, il faut l'anticiper parce qu'une fois que vous êtes en arrêt maladie, on est obligé d'attendre que vous repreniez le travail pour mettre en place le contrat et il sera soumis à un questionnaire de santé, forcément partout. Donc, pareil, on peut avoir des soucis pour mettre en place la protection sociale du chef d'entreprise. Alors, de quel régime vous dépendez pour savoir un petit peu dans quelle catégorie de remboursement on va être ensuite, enfin de prise en charge surtout par la sécurité sociale pour l'indemnisation en cas d'arrêt de travail. Donc là, on voit deux grands pavés, travailleurs indépendants, assimilés salariés, et on retrouve les grandes formes juridiques ou d'entreprise, ou de gérance, par exemple pour la SARL, où il peut y avoir des choses différentes en fonction du nombre de parts que nous avons, ou de la notion d'être gérant ou pas gérant. Donc, ça fait qu'on peut être dans un type de protection sociale, travailleur non salarié, mais on peut aussi se retrouver en assimilé salarié sous cette forme de création d'entreprise. Mais vous voyez qu'on a deux grands principes, les travailleurs indépendants et les assimilés salariés. Dans les travailleurs indépendants, on focusera sur le micro-entrepreneur qui, au niveau de ses indemnisations en cas d'arrêt de travail, a des différences par rapport à ce qui est dit le régime réel, c'est-à-dire le régime des travailleurs indépendants. Alors, je vais vous expliquer ce que les régimes de base, donc la sécurité sociale, va vous verser en cas d'arrêt de travail. Donc, ce graphique, il va aller pas à pas pour vous montrer un petit peu par chaque bloc comment ça se passe. Cette première étape vous montre 100% de votre revenu. Donc, on est en haut à 100% de son revenu et on va avec la ligne verte avec ce revenu jusqu'à l'âge de la retraite. Première étape, donc, combien me verse la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail? Si vous regardez travailleurs non salariés, micro-entrepreneurs ou assimilés salariés, vous voyez le même chiffre, 50% du revenu. Sachant qu'un micro-entrepreneur, son revenu n'est pas son chiffre d'affaires, mais un revenu fiscal de référence calculé par les impôts. Donc, il y a 3 tranches, en fait, qui prend en compte des charges forfaitaires, en fait. Et donc, là, c'est bien du revenu du micro-entrepreneur dont on parle et non pas de son chiffre d'affaires. Donc, si je prenais un exemple sur quelqu'un qui est dans de la prestation de service, qui a, par exemple, 1 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, son revenu en prestation de service en micro-entrepreneur ne serait plus déjà que de 500 € pour les impôts, les caisses maladie, etc. Et là, si on comprend bien par le graphique, il n'a droit qu'à 50% d'indemnisation en cas d'arrêt de travail. Donc, au mieux, il ne pourrait percevoir que 250 € d'indemnisation par la Sécu quand il fait un chiffre d'affaires de 1 000 €. C'est important de le décrocher pour que vous ayez bien l'information complète. Donc, première chose, vous voyez que quel que soit le choix de statut juridique, 50% de mes revenus. Mais vous voyez aussi marqué des montants en euros d'indemnisation. Il faut savoir que dans toutes les caisses, il y a un montant maxi. Donc, si je prends les assimilés salariés, ce qui correspond au régime des salariés également, 50% de ces revenus, maxi, 46 € par jour. Ça, très peu de gens savent que l'indemnité journalière Sécu, elle est plafonnée. Donc, je suis dirigeant de SAS, je n'ai droit au mieux, si je me rémunère, sinon c'est 0, qu'à 50% de mes revenus, maxi,
46 € par jour. Alors, petit bémol, si c'est un accident du travail ou une maladie professionnelle, ça améliore les prises en charge, hein. Mais on va dire une maladie classique, un accident domestique, voilà, 50% de ses revenus. Chez notre micro-entrepreneur et chez notre travailleur non salarié au régime du réel, donc un gérant majoritaire, par exemple, de SARL, hein, va être dans le régime des travailleurs non salariés. Maxi, indemnité journalière, donc 50% de ses revenus, 56,35 € par jour. Pareil, hein, un maximum. Et chez le travailleur non salarié au régime du réel, il y a aussi un minimum, parce que c'est un régime dans lequel on a tout le temps des cotisations sociales minimales à verser. Et la contrepartie, c'est que du coup, on a tout le temps des garanties minimales qui sont versées par le régime de base. Et là, c'est intéressant parce que les régimes de base ne soumettent pas un questionnaire de santé. Donc, même quelqu'un qui aurait des problèmes de santé et qui crée son entreprise sous une forme SARL unipersonnelle, gérant majoritaire, il est assuré de percevoir ses 22,54 € par jour. Et même s'il ne se rémunère pas, un gérant qui ne se rémunère pas en SARL unipersonnel va pouvoir percevoir ces 22,54 € par jour parce qu'il cotise dans le régime pour obtenir des garanties minimales. Chez le micro-entrepreneur, on a un petit souci, c'est que le micro-entrepreneur, même s'il est dans le régime des travailleurs non salariés, il doit faire un minimum de revenus pour avoir le droit à des indemnités journalières. Et donc, c'est pour ça que vous regardez la première indemnité journalière, déjà, elle est plus basse, elle est à 5,54 € par jour minimum, hein, mais ça peut être aussi zéro. S'il n'a pas suffisamment fait de chiffre d'affaires et donc pas eu suffisamment en contrepartie de revenus fiscal de référence, eh bien, il peut très bien ne pas percevoir du tout d'indemnités journalières. Pour pouvoir percevoir des indemnités journalières, il faut que son revenu annuel soit au moins de 4 046,40 €. Revenu, hein, micro-entrepreneur. Donc après, vous voyez qu'il y a une bande blanche là qui monte jusqu'au 100% du revenu. C'est quoi? Eh bien, c'est en fait les régimes de sécu qui n'indemnisent pas à partir du premier jour. On perçoit une indemnisation, quel que soit le choix de statut juridique, à partir seulement du 4e jour. Donc les 3 premiers jours ne sont pas indemnisés. Et vous voyez aussi qu'on est indemnisé que pendant 1095 jours en incapacité de travail. Et c'est même pire que ça parce qu'en fait, c'est 360 indemnités journalières versées par période de 3 ans, donc par période de 1095 jours. Donc, il peut y avoir des périodes qui ne sont plus indemnisées parce qu'on a atteint 360 indemnités journalières par période de 3 ans. Alors ça ne vaut pas si vous êtes atteint d'une affection de longue durée. Là, pour le cas de l'affection de longue durée et uniquement ce cas-là, cette contrainte de 360 indemnités journalières ne sera pas appliquée et vous serez bien indemnisé pour tous les arrêts pendant les 1095 jours liés à l'affection de longue durée. Et puis, vous voyez qu'on arrive à 1095 jours, mais on n'est pas à la retraite. Malheureusement, après un arrêt maladie, on peut aussi se retrouver avec une invalidité, un taux d'invalidité, et là, on passe de l'incapacité de travail à la rente invalidité. Et là, on pense que on va être pris en charge si par exemple, je ne sais pas, je faisais une activité et je peux plus en exercer aucune, ni revenir salarié, ni être indépendant, je ne peux plus exercer aucune activité professionnelle. On se dit quand même, les régimes de base, j'espère qu'ils m'offrent 100% de mon revenu. Eh bien non, il y a aussi une limite qui est identique à celle des indemnités journalières, c'est-à-dire qu'au maximum, vous ne pourrez percevoir que 50% de votre revenu et en plus c'est plafonné à 20 568 € par an. 50% de mes revenus plafonnés à 20 568 € par an. Alors, il y a quelques améliorations qui sont liées à le besoin, par exemple, d'une tierce personne, le fait que ce soit consécutif aussi à un accident du travail ou une maladie professionnelle améliore un petit peu le 50%. Mais si je reste dans le classique d'une maladie, vous passez d'une incapacité à une invalidité ou un accident qui n'est pas, voilà, eh bien, il faut savoir qu'une rente invalidité, et pourtant je ne peux plus exercer aucune activité professionnelle, au mieux 50% de mes revenus plafonnés à 20 568 €. Donc, c'est vraiment tous les contrats de prévoyance complémentaire qui vont faire le boulot de compléter la partie de revenus manquante. Donc, c'est celle qui vient de s'afficher sur le graphique en orangé. Et c'est tout le travail que faisaient les employeurs avant dans le cadre des négociations de contrats, etc. Aller couvrir la partie de revenus
manquants, donc les 50% finalement de revenus manquants, et de permettre aux dirigeants de s'assurer son revenu à 100% jusqu'à l'âge de liquidation de sa pension vieillesse, puisque ces contrats-là prennent fin automatiquement au moment où on liquide ses pensions de retraite, puisque c'est remplacé forcément par de la retraite. Et on ne peut pas être en indemnité journalière retraité. On touche sa pension retraite, quel que soit son état de santé. Vous voyez aussi le petit graphique à côté avec le rectangle là. Aucune indemnisation, donc aucune indemnité journalière, je le resignale, si pas assez de chiffre d'affaires en micro-entreprise, pas de rémunération en SAS, SASU. Vous ne vous rémunérez pas en SAS, SASU, vous ne percevrez aucune indemnisation du coup pour votre arrêt de travail pendant le temps d'incapacité, mais pire, vous n'en aurez pas plus en cas d'invalidité. Donc, il faut quand même vraiment y songer parce que ça peut être un vrai sujet. Pendant tout le temps, vous êtes en maintien de droit à Pôle emploi, donc que vous percevez une indemnisation de Pôle emploi, vous continuez de cotiser dans toutes les caisses et notamment de valider vos trimestres de retraite et de continuer de cotiser dans vos anciennes caisses de retraite complémentaires par points. Donc, on a un souci un petit peu moins important quand vous êtes indemnisé à Pôle emploi au niveau de la création et que vous ne vous rémunérez pas. Mais pour autant, la Sécu n'indemnisera qu'à hauteur de 50% votre maintien de droit à Pôle emploi s'il y a un arrêt de travail. Donc, il nous manquera toujours cette partie de contrat complémentaire. À la création, si vous ne vous rémunérez pas, on peut déjà démarrer un contrat sous des formes de travailleurs non salariés. Par contre, tant que vous ne vous rémunérez pas, on ne peut pas démarrer de contrat de prévoyance complémentaire en SAS et SASU, puisque le principe, c'est de venir compléter les indemnités journalières Sécu. Donc, tant que vous ne vous rémunérez pas en SAS et SASU en assimilé salarié, il n'y a pas d'indemnité journalière Sécu et donc on ne peut pas mettre en place ce contrat de prévoyance complémentaire. On avance dans le graphique. Alors, comment je fais pour mettre en place cette partie de revenus finalement manquante? Donc, l'objectif, c'est de compléter chaque bloc. Donc, le premier bloc, ça va être un contrat incapacité de travail. Donc, pendant ce temps-là où vous êtes en incapacité de travail, ce qui a été convenu en indemnisation, qui est censé compléter 100% de votre revenu au niveau de vie, eh bien, va venir compléter ce que vous percevez de la sécurité sociale. Ça sera forcément suivi, enfin pas forcément, mais ça doit être suivi, si vous avez été bien conseillé, d'une rente en cas d'invalidité qui va représenter la même chose et qui va vous permettre d'atteindre bien 100% de votre revenu jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis après, il va falloir choisir à partir de quand je me fais indemniser. Donc là, vous voyez marqué rachat de franchise notamment. Donc effectivement, on peut racheter une franchise et ramener au premier jour, notamment souvent pour de l'accident ou de l'hospitalisation, ramener son indemnisation au premier jour, donc encore plus tôt que la sécurité sociale. Mais ça coûte aussi forcément un peu de sous en cotisation, donc c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Il faut, voilà. Et dans tous les cas, il faudra choisir effectivement la carence, donc le début de démarrage du contrat pour l'arrêt de travail sous maladie. Et là, ça peut être des franchises 15 jours, 60 jours, 90 jours, voilà. Et bien sûr, plus vous vous attendez pour être indemnisé, et moins le coût du contrat sera important. L'idée, c'est pas forcément de retrouver ce qu'on avait surtout en Moselle avec le droit local où les employeurs ont la contrainte et l'obligation de nous indemniser à 100% dès le premier jour. Ça, pareil, c'est pas la Sécu qui s'en charge, c'est l'employeur qui a cette contrainte. Effectivement, on sera obligé de renoncer à cela parce que le droit local s'applique aux salariés aussi, donc ça n'existera plus, et de faire des choix en fait entre un montant de cotisation et une petite prise de risque. L'idée, c'est de se dire combien de temps je peux tenir sans les 50% de revenus qui me manquent, et donc à partir de quand c'est nécessaire que vraiment je démarre le contrat. Est-ce que c'est au bout de 15 jours? Est-ce que 15 jours sans l'indemnisation, ça me manque vraiment? Est-ce que c'est au bout de 30 jours? Voilà, et forcément, ça a un impact sur le coût de la cotisation. Vous voyez aussi marqué sur le côté que quand on fait des contrats assez tôt à la création, on peut souvent bénéficier de primes plus intéressantes, d'un tarif créateur, d'offres dédiées micro-entrepreneurs, voilà. Et puis faites surtout attention ces contrats-là à être bien conseillés parce que c'est comme dans tous les métiers, si malheureusement vous tombez sur un conseiller débutant, est-ce qu'il aura pensé à vous faire cocher le rachat de franchise? Est-ce qu'il aura pensé à vous mettre la rente invalidité? J'ai vu des contrats qui circulaient comme ça, avec une incapacité de travail, une garantie d'essai et pas de rente en cas d'invalidité. Donc, vous comprenez qu'une fois que vous passez en invalidité,
bah, à nouveau, on n'a plus que la sécu, le contrat s'interrompt. Et souvent, les gens qui ont ça, ils ont été mal informés. Souvent, le commercial leur vend la validité dans le capital d'essai parce qu'effectivement, quelqu'un qui est 100% invalide, donc un taux de 100%, c'est malheureusement tétraplégique, eh bien, le capital d'essai peut être versé par anticipation. Mais c'est en rien une rente invalidité. Ça ne pourra pas couvrir quelqu'un, par exemple, qui a 30 ans se retrouve en invalidité jusqu'à l'âge de la retraite. C'est impossible. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut bien que votre contrat contienne 2 blocs importants, incapacité, invalidité, et il sera toujours associé, ça par contre, vous n'aurez pas le choix, un capital d'essai, mais vous pourrez prendre la valeur minimum du contrat. Alors, ces contrats-là peuvent permettre aussi d'avoir des avantages. Par exemple, si je suis un travailleur indépendant, hors micro-entreprise qui ne permet jamais rien en réel, je vais pouvoir déduire de mes impôts revenus, en fait, le coût du contrat que j'aurais fait en prévoyance. C'est la même chose en travailleur indépendant pour ma mutuelle, pour ma retraite. Ces cotisations-là, bien sûr avec un plafonnement, mais qui permet largement de vous mettre en place votre prévoyance en défiscalisable, va permettre, grâce à cette loi Madelin, de pouvoir faire un contrat complètement défiscalisable. Alors, je vais vous montrer en travailleur indépendant un exemple de contrat. Là, par exemple, on a pris un boulanger qui est né en 1981, qui aurait un revenu mensuel de 1 500 €. Donc, ça pourrait être un gérant de SARL. Il se fait 1 500 € de revenus, ce qui représente 50 € par jour, si je le remettais par jour, de revenus. Donc, il gagne 50 € par jour. On lui met en place un contrat de prévoyance. On est d'accord qu'en cas d'arrêt maladie, après 3 jours non indemnisé par la Sécu, au mieux, il peut percevoir que 50% de son revenu. Donc, il va donc lui manquer 25 €. Pour ces 25, on va donc remettre en place un contrat d'indemnité journalière à 25 €. On va choisir, comme je vous le disais tout à l'heure, sa franchise. Là, on a pris une franchise plutôt courte, à 15 jours pour la maladie, mais vous voyez marqué le rachat de franchise. Donc ça, il y a des contrats qui l'ont, qui ne l'ont pas. Rachat de franchise au premier jour. Donc là, s'il est accidenté ou hospitalisé de plus de 3 jours, il remonte au premier jour d'indemnisation. Il a bien sa rente en cas d'incapacité, donc il est aussi indemnisé s'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite. Et puis vous voyez qu'il y a un capital d'essai, toute cause, qui se met en place, et là qui a été doublé en cas de cause accidentelle. Alors à votre niveau, ça paraît une somme énorme, et vous vous dites, oh, pour baisser le coût du contrat, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre plus petit? Mais en fait, c'est un capital d'essai faible. Il faut bien penser que là, on n'est pas en train de faire de la capitalisation et de l'épargne, on fait de la prévoyance. Et donc, un capital d'essai pour une personne en activité, heureusement, on décède quand même pas si souvent que ça quand on est sur notre temps d'activité. Et donc, c'est pas souvent versé. Et donc, du coup, ça permet que la cotisation aussi est très peu forte dans ce genre de contrat. Donc, c'est pas un coût important pour vous dans le contrat de voir marquer 15 000 € de capital d'essai. Par contre, malheureusement, quand il y a un décès, eh bien, effectivement, c'est 15 000 € pour la famille. C'est une sacrée aide parce qu'il faut penser que vos proches, ils vont avoir à assumer un problème de décès, donc un problème familial personnel, mais aussi à gérer la fin de l'histoire de l'entreprise. Et donc, ça engendre pas mal de situations complexes pour les conjoints des artisans, des commerçants, entre autres. Et donc, ce capital d'essai peut quand même vraiment être bienvenu pour les proches. Et là, vous avez entre-temps la cotisation qui s'est affichée. Alors, quand j'ai la chance de vous voir en présentiel, je ne vous mets pas tout de suite la cotisation, je fais un petit tour de table pour savoir à votre avis, finalement, la cotisation serait de combien? Et je vous promets que vraiment tous les prix, ça peut partir de 50, 30, jusqu'à 200 par mois de cotisation. Donc, comme quoi, on ne sait pas du tout à quoi on s'attend en termes de cotisation pour ces contrats. Là, ça vous donne un exemple, un boulanger, donc l'activité est prise en compte. De 1980 au niveau de sa date de naissance, l'âge est pris en compte. Le montant de l'indemnité journalière est pris en compte. Les options, donc rachat de franchise, etc., sont prises en compte. Le montant du capital d'essai est pris en compte. Et avec ces 5 critères-là, on a déterminé sa cotisation mensuelle de 24,72 €. S'il était micro-entrepreneur, il pourrait avoir à peu près le même contrat, mais les 24,72 € ne seraient pas défiscalisables. S'il est donc travailleur indépendant au régime réel, type EURL, entreprise individuelle et classique, gérant majoritaire de SARL, eh bien, sa cotisation mensuelle de 24,72 € serait presque en totalité défiscalisable. Ce qui ne sera pas défiscalisable, c'est le coût du capital d'essai. C'est comme ça dans la loi Madelin, c'est pas défiscalisable. Ça représente 4-5 € dans la cotisation, qui ne sera pas défiscalisable par mois. On continue.
On prend maintenant le cas de l'assimilé salarié. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez mieux si vous étiez salarié, parce que vous voyez quand même cette petite ligne sur ma fiche de paye qui met prévoyance avec par employeur, par salarié. Donc, vous savez qu'il y a ces contrats-là. Vous avez plus rarement regardé comment ça fonctionne. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut déjà qu'on ait une fiche de paye. Tant que vous ne vous rémunérez pas, on ne pourra pas mettre en place ce contrat-là. Deuxième chose, tout va fonctionner cette fois en pourcentage du salaire brut. La Sécu va indemniser sur le salaire brut, 50%, et donc le contrat va aussi tout prévoir en salaire brut. On va partir de la prévoyance cadre. Tous les cadres en France ont l'obligation par leur employeur d'avoir un contrat de prévoyance qui correspond au minimum à 1,50% de la tranche A du salaire et qui doit prévoir en majorité des garanties en cas de décès. Donc, on va repartir de ce 1,50 minimum obligatoire des cadres. Comme vous êtes finalement dirigeant, on peut vous considérer comme cadre. Et on va reconstruire dans ces 1,50 des garanties d'essai. Donc là, par exemple, notre cadre, il aurait le droit, enfin ses ayants droit plutôt, aurait le droit à 300% de son revenu, c'est-à-dire 3 ans de rémunération. C'est ça que ça veut dire, le 300%. On a prévu des rentes éducation dans le contrat. Donc là, par exemple, dans le contrat, on a ajouté pour les enfants des rentes s'ils venaient à décéder, donc qui leur seront versées pour pouvoir finir leurs études en percevant une rente. On a prévu l'indemnité journalière égale à 80% du salaire brut, ce qui correspondra bien à 100% finalement de son salaire net, puisqu'on a plus de 20% de charges sociales entre un brut et un net. Donc, il est aussi indemnisé en totalité. On a une franchise à 30 jours, donc là, elle est un petit peu plus longue que tout à l'heure, mais bon, elle est à 30 jours. Et puis, on a une franchise aussi ramenée plus tôt en cas d'accident ou d'hospitalisation. Et puis, on a bien la rente en cas d'invalidité, première catégorie et deuxième catégorie. À partir de la deuxième catégorie, je suis considérée ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle. Et donc là, pareil, on a bien cette fois, puisque en deuxième catégorie, je ne peux plus travailler, un maintien total, c'est-à-dire à 80% de son salaire brut. Donc, j'ai bien 100% de mon salaire net. Et donc, ce contrat-là va coûter 1,50% du revenu. Donc, tout est exprimé en pourcentage. Donc, pour vous, c'est facile de vous dire, j'avais prévu de me verser tant. Donc, mon contrat de prévoyance, si je reste sur ce 1,50%, va me coûter tant. Bien sûr, on peut faire autre chose. On peut mettre des garanties plus importantes et un coût de contrat plus important. Ce contrat-là peut être aussi 100% déductible. Donc là, il le sera par l'intermédiaire de la fiche de paye. Il pourra donc être 100% déductible, c'est-à-dire qu'il sera pris comme une charge entre le brut et le net, avant le net imposable, justement. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'importance de la prévoyance et de venir nous voir, les mutuelles, les assureurs, pour pouvoir vous établir des devis. Il n'y a qu'en connaissant le coût du risque en fait que vous pourrez aussi choisir. Donc, il y a déjà la bonne compréhension des enjeux et puis après, avoir un devis pour pouvoir choisir avec des chiffres dans les mains. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui est presque plus important que la mutuelle parce qu'il y a cette contrainte de questionnaire de santé. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas d'être en arrêt de travail parce que là, effectivement, on sera embêté pour mettre en place le contrat de prévoyance. En SAS et SASU, il va évoluer avec vous. C'est-à-dire que, vous voyez, les garanties qui étaient exprimées en pourcentage du revenu, si votre revenu ensuite évolue, forcément, du coup, ça va permettre que le contrat de lui-même évolue, comme sa cotisation, puisque tout est dans le pourcentage du revenu. Donc, il n'y a pas besoin de refaire des avenants en SAS parce qu'on a une augmentation de revenus, puisque le contrat va suivre, en fait, par sa cotisation et par ses garanties, l'augmentation du revenu. Et ça veut dire que parfois, il vaut mieux, pour se mettre à l'abri, voir avec son expert comptable pour mettre en place, même si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, un début de revenu en SAS et SASU, puisqu'après, le contrat sera fait, le questionnaire médical sera validé et donc le contrat suivra votre évolution de revenu, tout simplement, sans qu'on soit obligé de refaire un avenant. Donc, quel que soit votre état de santé, il pourra évoluer. Ça, c'est plutôt le bon conseil, plutôt que d'attendre la fin de Pôle emploi quand on se met en SAS et SASU. Et puis là, mince, il est arrivé quelque chose pendant les 2 ans de Pôle emploi et je ne peux plus souscrire de contrat de prévoyance. Ça serait vraiment dommage, alors qu'en sortant un petit salaire au départ en SAS, tout de suite, on peut raccrocher le contrat de prévoyance. Une fois qu'il est fait, il est fait. Voilà, donc j'ai terminé de vous documenter sur ce focus prévoyance. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes ces interventions ensuite sur la chaîne YouTube de la CCI, donc elles seront visionnables à volonté. Vous avez aussi mes coordonnées normalement qui s'affichent.
Donc, je suis Karine Mansuy, je travaille chez Acoris Mutuelle, qui est une mutuelle lorraine et franc-comtoise. On est 160 collaborateurs, on a déjà 120 000 personnes protégées chez Acoris Mutuelle. On s'occupe beaucoup des dirigeants d'entreprise et on a beaucoup de partenariats, effectivement, avec tous les acteurs de l'accompagnement de créateurs d'entreprises. Donc, on a plutôt un regard très expert sur la protection sociale dont vous avez besoin. Vous avez aussi mon numéro de téléphone qui s'affiche et mon adresse, courriel, donc n'hésitez pas à continuer à échanger avec moi à l'issue de cette conférence. Et puis, je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Karine. Merci pour cette belle et claire présentation. Alors, donc n'hésitez pas, comme l'a dit Karine, à poser vos questions. Elles vont peut-être venir au fil de l'eau. Mais là, je pense que Mélanie, qui nous dit bonjour et auquel nous disons bonjour aussi, nous pose déjà une petite question, une petite piqûre de rappel, Karine. Elle a besoin de savoir si, en tant qu'entrepreneur, elle n'a plus accès au régime local Alsace-Moselle. Donc, je pense qu'elle a besoin de refaire un petit peu le point là sur sa protection sociale. Du coup, vous n'avez pas pu faire l'intervention qui a eu lieu lundi, si je ne me trompe, oui, on est mercredi, lundi, où on prenait justement, donc elle va être sur YouTube, toute la situation protection sociale du dirigeant et justement, on en parle en fait. Alors, effectivement, pour faire simple, le régime local Alsace-Moselle ne s'applique qu'aux salariés du privé, en Moselle donc, et en Alsace. Donc, tous les autres statuts, fonctionnaires, étudiants, travailleurs indépendants, agriculteurs, peu importe, ils ne peuvent pas être au régime local Alsace-Moselle. Donc, si vous êtes travailleur indépendant, par exemple en EURL, entreprise individuelle classique, SARL en gérance majoritaire ou un collège de gérance majoritaire, eh bien c'est le régime général qui s'appliquera. Donc celui qui s'applique partout ailleurs en France pour les salariés. Si par contre vous vous mettez en SAS ou SASU, le U voulant toujours dire unipersonnel, donc tout seul dans ma société, là vous pourrez recotiser au régime local Alsace-Moselle depuis votre fiche de paye, mais attention, on ne fait pas attention à ça quand on est salarié, mais en fait, c'est une charge pour le salarié, le régime local Alsace-Moselle, qui lui coûte 1,50% de charge sur sa fiche de paye. Donc, finalement, c'est comme de la complémentaire, quelque part, mais qui, pour un salarié de Moselle et d'Alsace, est obligatoire. Donc, comme c'est obligatoire, on ne regarde plus trop les charges qu'on paye sur sa fiche de paye. On se dit, oh, c'est quand même génial, le régime local, je suis à 90% quand les autres sont qu'à 70% chez le médecin. Sauf qu'en fait, ce n'est pas gratuit du tout. On le paye et c'est bien le salarié qui le paye directement sur sa fiche de paye, 1,50% de taux. Voilà. Merci Karine. Alors on a une petite question de Marielle qui rejoint un peu quand même celle de Mélanie, puisque elle, bien sûr, elle a décidé de se mettre sous le statut de micro-entrepreneur. Auparavant, elle était dans la situation du demandeur d'emploi et donc elle se pose justement cette question de savoir quels sont ses droits sociaux au final. Alors comme je le disais tout à l'heure, tant que vous êtes à Pôle emploi continue de vous faire cotiser socialement. Donc, vous ne perdez pas les anciens droits retraite, par exemple, pour que vos 4 trimestres de retraite se valident. La retraite complémentaire continue de se cumuler aussi. Donc, pendant tout ce temps à Pôle emploi, vous conservez des droits. Donc, en cas d'arrêt maladie, eh bien, la sécurité sociale va se baser sur votre maintien de droit à Pôle emploi pour calculer la valeur de l'indemnité journalière. Et donc, au mieux, 50% après 3 jours de carence du montant indemnisé. Donc, pendant le maintien de droit à Pôle emploi, il y a au moins ça. Et si vous vous mettez en micro-entreprise, on peut démarrer le contrat de prévoyance, même si vous faites pas tout de suite, vous prenez pas tout de suite de revenus en fait par rapport au chiffre d'affaires que vous allez faire. On peut le démarrer. Merci Karine. On a une question de Florine qui se demande, voilà, est-ce que comme pour une mutuelle, elle peut être, elle, ajoutée sur le contrat de prévoyance de son conjoint? Alors, absolument pas. Là, pour le coup, on est vraiment en train de parler du revenu. Et donc, c'est forcément individuel. Et là, effectivement, contrairement à la mutuelle, où ça peut être une bonne option, c'est pareil, c'est des choses qu'on regarde en mutuelle. Ce n'est pas toujours la bonne option. Tout dépend si le contrat collectif dans lequel vous allez avec votre conjoint vous permet en tant qu'ayant droit de défiscaliser le coût
du contrat des ayants droit. Et tout dépend aussi de la forme juridique de votre entreprise. Donc là, il y a un conseil un peu expert à vous apporter pour que fiscalement, ce soit le plus avantageux et en termes de cotisation aussi. Mais sur la prévoyance, on parle du revenu. Donc, votre conjoint en entreprise est couvert pour ses revenus et donc ne peut pas vous ajouter. Par contre, ce qu'il pourrait être prévu dans le contrat de votre conjoint, mais à vérifier avec le contrat de prévoyance, c'est que par exemple, il y a une rente conjointe. Comme tout à l'heure, je vous montrais une rente éducation pour l'éducation des enfants quand on vient à décéder, il pourrait y avoir une rente conjointe, mais elle ne serait perçue que si votre conjoint décédait. Ça n'a rien à voir avec de l'arrêt de travail vous concernant ou de l'invalidité vous concernant. Donc, vous devrez faire un contrat à votre nom. Vous n'aurez pas le choix pour être couverte. Merci Karine. On a une autre question qui concerne plutôt la forme juridique. On nous demande si en EIRL, est-ce que le contrat de prévoyance peut être défiscalisé? En EIRL, oui, vous êtes au régime réel en fait. Le seul système qui ne nous permettra pas de faire de la défiscalisation, c'est la micro-entreprise parce que tout est forfaitaire et rien n'est jamais en réel. Alors Gilles vous remercie beaucoup Karine pour cette belle présentation. Merci. Et vous dit également que je pense qu'il vous reverra bientôt. Avec plaisir. Et puis sachez que je suis aussi présente sur le salon Go de vendredi à Metz. Donc vous pouvez vous y rendre en vous inscrivant préalablement, c'est gratuit, mais sur le site salon-du6go.fr. Donc je peux aussi vous recevoir sur le salon directement. On a Nicole qui nous dit, voilà, elle a une profession libérale, elle est naturopathe et elle voudrait savoir qu'est-ce qui serait le plus avantageux par rapport aux indemnisations. Alors, peut-être que Nicole devrait peut-être préciser autrement sa question. Oui, parce que en fait, là, Nicole, il vaudrait mieux qu'on se rencontre effectivement, parce que je ne sais pas si derrière, il y a une réflexion sur le choix de statut juridique qui peut être déterminant aussi dans ces choix de protection derrière. La question n'est pas suffisamment précise, effectivement, pour que je comprenne où Nicole a besoin d'aller. Carole, je veux bien la relecture, redis-moi. Alors, je te repose la question de Nicole. Nicole, si entre-temps vous pouvez préciser, ça serait super. Ouais. En profession libérale, donc en naturopathe, quel serait le statut le plus avantageux par rapport aux indemnisations? Oui, donc là, ça va. Là, ce n'est pas le but aujourd'hui. Il faut le travailler plus en entretien individuel si on part sur un statut, en fait. Sachez que les professions libérales non réglementées, maintenant, on rejoint les caisses de commerçants, en gros, pour faire simple. Autrefois, elles étaient forcément rattachées aux caisses professions libérales. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc, ça permet le versement d'indemnités journalières par les régimes de base que vos consoeurs n'ont pas forcément eu dans leur régime. Donc là, on est obligé de leur ouvrir des contrats pour 100% de la perte de revenus, en fait, puisqu'il n'y avait pas d'indemnisation de base, ce qui n'est plus votre cas au jour d'aujourd'hui. Mais après, sur le choix de statut juridique, là, il faut se voir en entretien individuel. Si vous avez l'occasion de passer vendredi, je pourrais déjà commencer à noter un peu le projet, votre situation familiale, patrimoniale, etc., pour essayer de vous conseiller au plus proche de vos besoins, quoi. On a une question un peu plus particulière. Alors là aussi, peut-être que ça nécessiterait un rendez-vous, mais je vais quand même vous la poser, Karine. Il y a une personne qui nous indique qu'elle a fait une rupture conventionnelle et elle sait qu'elle a la portabilité pendant 1 an de sa prévoyance. Là, elle demande qu'est-ce que vous conseillez pendant l'année en sachant qu'il lui reste qu'elle reste en allocation chômage dans le cadre d'une SASU. Donc, effectivement, déjà pour tout le monde, la portabilité, c'est la possibilité de conserver vos contrats groupes obligatoires de votre dernier employeur, sauf si vous démissionnez. La rupture conventionnelle permet de le garder. Le temps où vous allez créer l'entreprise, si à Pôle emploi, vous prenez le maintien de droit, vous restez donc dans les statistiques de demandeurs d'emploi à Pôle emploi, ça vous permettra aussi de conserver cette portabilité. Et effectivement, on ne peut avoir cette portabilité qui permet de rendre gratuit le contrat pendant 12 mois. C'est 12 mois maximum puisque ça dépend de votre temps d'ancienneté dans l'entreprise. Je prends un exemple, ça fait que 6 mois que j'étais dans cette entreprise, j'avais bien les contrats de prévoyance obligatoire, eh bien j'ai le droit qu'à 6 mois de portabilité. Donc c'est 12 mois maxi en fonction de son ancienneté. Donc là, c'est un peu difficile de choisir à votre place. J'allais dire pas de vous conseiller, mais de choisir à votre place.
Parce que forcément, sur la partie santé, on s'en fiche en fait parce que c'est très facile de reprendre une mutuelle à n'importe quel moment. On n'a pas de questionnaire médical. Les assureurs, eux, ont une petite phrase qui dit que vous êtes en bonne santé. Donc forcément, là, si votre santé se dégrade, surtout la première année, ils peuvent vous exclure du contrat. Mais pour autant, on retrouve facilement une mutuelle pour s'assurer des dépenses de santé, médecins, pharmaciens, etc. Sur de la prévoyance, on a le sujet des questionnaires médicaux. Donc, vous changez d'assureur, vous prenez un nouveau contrat de prévoyance, il y aura un questionnaire médical et là, l'assureur, il n'est pas obligé de vous assurer en fonction de votre état de santé. Donc, c'est toujours un peu ce sujet-là qui est embêtant quand il n'est pas démarré rapidement. Donc, Florine, je pense que dans un sens, ça répond aussi également à la question que vous aviez posée concernant la portabilité de ce que vient de dire donc de Karine. Une question de nouveau de Mélanie Carole, excusez-moi, si je peux juste ajouter sur la portabilité, c'est un droit que tout le monde a. Hein, tous les salariés sont censés être couverts dans le contrat de prévoyance obligatoire de l'entreprise, mais ont pu refuser d'être dedans. Si au jour où vous partez, vous n'êtes pas dedans, ben, vous ne pouvez pas avoir la portabilité après coup. Et ça correspondra à vous pour la mutuelle et vos ayants droit. Donc, les ayants droit qui y étaient aussi au moment où vous quittez l'entreprise. Hein. Donc, voilà. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est surveiller quand même que l'information circule bien entre l'employeur et l'assureur parce que c'est forcément l'employeur qui gère les entrées-sorties du contrat et c'est à lui de signaler à l'assureur que vous passez en portabilité. Donc, veillez quand même que ce lien-là se fasse bien pour que vous ayez bien votre portabilité parce que ça fait quand même une sacrée économie de cotisation. Peut-être une dernière question? On avait une question notamment toujours de Mélanie qui choisit donc le statut de micro-entrepreneur et elle nous dit mais moi je ne connais pas mes revenus de la première année, alors comment vont être calculées au final les mensualités de son contrat? Pour le contrat de prévoyance? Oui. Hein, on parle bien du contrat de prévoyance. Alors en fait, on a le droit de partir sur des barèmes créateurs. Donc que ce soit le gérant de société qui ne se rémunère pas les premières années en travailleur non salarié, ou le micro-entrepreneur qui effectivement à la création, bah, oui, va démarrer son chiffre d'affaires, donc il ne l'a pas encore. Donc, sauf si vous nous apportez la preuve d'une rémunération ou d'un revenu différent, donc là il nous faudra une preuve, type par exemple un repreneur d'entreprise qui a déjà une entreprise avec un chiffre d'affaires qui tourne, qui peut se rémunérer tout de suite, on a des barèmes créateurs en fait. Et donc on part de ces barèmes créateurs pour vous établir en fait une proposition de base. Alors, ça veut dire aussi peut-être qu'il faudra la réévaluer dans l'avenir. Et attention, à chaque fois que vous voudrez augmenter votre contrat, eh bien, l'assureur, à nouveau, il se met dans le doute de se dire pourquoi il augmente le contrat et refera saisir un questionnaire de santé. Donc, c'est toujours un peu la contrainte. Hein. Ces contrats de prévoyance, c'est l'état de santé qui détermine si je peux aller dans le contrat, pas dans le contrat, ou si le contrat va avoir des limites. Parce que, en soi, le contrat, c'est soit accord, soit refus, soit accord avec majoration de cotisation parce que j'ai déjà des risques un peu importants pour l'assureur, ou soit accord avec des exclusions de garantie, c'est-à-dire qu'il m'assure pour tout, sauf certaines pathologies. Donc, quand l'arrêt de travail sera marqué une des pathologies indiquées, il n'y a pas d'indemnisation. Mais par contre, tout le reste sera couvert. En général, ça se termine par ces 4 réponses possibles. On a une autre question. Alors, on a beaucoup de gens qui nous parlent du régime local. Donc, Karine l'a déjà abordé. Donc, j'espère que vous avez eu la réponse. Mais on a une question sur la franchise. Amandine n'a pas très bien compris cette histoire de franchise. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer un petit peu? Alors, pour expliquer les franchises que vous allez trouver et à la sécurité sociale pour le coup et dans les contrats de prévoyance, à la sécurité sociale, c'est simple à retenir. Les 3 premiers jours ne sont pas indemnisés par la Sécu. Donc, aucune indemnité journalière versée par la sécurité sociale les 3 premiers jours. Ça, normalement, c'est simple. Chez l'assureur, dans la mutuelle, quand on fait son contrat de prévoyance, là, il va falloir choisir à partir de quel jour je démarre en fait l'indemnisation. Alors, je sais bien que vous avez envie de me répondre au premier jour, dès que je suis malade. Sauf que ça coûte très cher, en fait. Donc, vous serez peut-être obligé, pour réduire le coût du contrat, de vous dire, ah ben non, finalement, je vais choisir une carence 15 jours ou 30 jours. C'est-à-dire que je ne suis pas indemnisée tout de suite par mon assureur. J'attends un certain temps, 30 jours par exemple, pour la maladie, pour baisser le coût aussi de la police d'assurance du contrat. Mais on peut aussi mettre un 30 jours,
maladie et racheter la franchise au premier jour pour ce qui est accident et des cas d'hospitalisation. Donc, mais tout ça, il faut prendre un rendez-vous et parlez-en tranquillement. Voilà, c'est compliqué parce que là, il faut vous montrer des choses et puis vous faire un devis aussi pour que ce soit plus facile aussi pour vous d'intégrer les notions. L'idée de ces rencontres et de ces réunions collectives, c'est des lumières s'allument en fait et que vous dites ah ouais, ça j'ai compris, ah oui, ça va falloir que je sois vigilant parce que oui, s'il m'arrive ça, non, ça va pas. Voilà, et après, il faut que vous repreniez contact en fait pour vous renseigner pour vous plus complètement. Donc, je vous mets juste en alerte aujourd'hui. Je ne vous demande pas de retenir, etc. J'ai allumé des feux rouges, des feux oranges, et maintenant, il faut aller faire des entretiens individuels pour être mieux renseigné pour vous personnellement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Karine, pour toutes ces réponses à ces multiples questions. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer Karine lors du Salon Go vendredi, qui se tiendra donc en présentiel à la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Moselle. Je rappelle l'adresse, 5 boulevard de la Défense, de 9 h jusqu'à 17 h. En plus de Karine, vous pourrez aussi rencontrer d'autres intervenants sur d'autres sujets qui pourraient éventuellement vous intéresser. On a plus d'une trentaine d'exposants qui sont présents lors de ce salon. Donc, venez, alors masqués, mais venez. Bien sûr, passe sanitaire obligatoire, et ça, je le rappelle. Et puis, je vous rappelle aussi que le Salon Go n'est pas fini, puisque là, nous sommes sur le 3e jour pour les visioconférences. Donc, il nous reste encore cet après-midi, enfin même là, en fin de matinée, et cet après-midi et encore demain pour assister à de nombreuses visioconférences. Vous pouvez voir l'ensemble des sujets sur www.salongo.fr. Et puis, voilà, il nous reste à vous souhaiter donc une excellente continuité dans votre projet de création ou de reprise d'entreprise et un très bon salon. À bientôt. Au revoir, à bientôt.